Des apports en termes de méthodologie, sur la base d'expériences dans différents domaines. Dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du travail, du social. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les deux, aujourd'hui et demain, les types de communication que vous allez avoir. Combiné avec l'étude des articles, les lectures ou les ateliers d'écriture, pour également vous permettre d'avoir des compétences dans l'écriture scientifique, ce qui est une part très importante de votre carrière universitaire. Être capable de publier, mais être capable également de pouvoir publier en fonction des normes standards académiques pour que vos propositions soient acceptées au niveau des revues scientifiques. C'est dans ce sens que, à la fois, les sessions d'écriture d'articles se situent, mais en tant que également intellectuel, vous êtes amené à faire des comptes rendus d'ouvrages, des comptes rendus de conférences. C'est également dans cette optique que des sessions techniques sont organisées en conséquence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir nous avons trois participants qui arrivent. Vous avez Dr Bintezara Diop, que vous allez avoir demain, vous avez sur le programme. Elle a soutenu il y a 1 an son doctorat en économie à Oxford University. Cette année, elle a passé l'année comme fellow à Stanford University, dans un centre spécialisé sur l'économie du développement. Elle s'est orientée dans l'économie du développement, n'est-ce pas? Elle va poursuivre l'année prochaine un autre postdoc à Harvard University, à Yale University. Après, mais elle a déjà été recrutée par Boston College pour pouvoir faire l'économie du développement en septembre 2025. Alors, pour moi, c'est un modèle qui vous montre que il faut vous situer dans les standards de l'excellence. Et si vous êtes dans les standards de l'excellence, vous n'aurez aucun problème à naviguer dans le marché du travail international. N'est-ce pas? Donc, tout ce que vous devez faire, situez-le dans le cadre de l'excellence et vous allez vous en sortir. Nous sommes dans un monde de compétition avec des standards et c'est des produits que vous allez mettre sur le marché qui va faire en sorte que les institutions vont s'intéresser à votre profil. Voilà pourquoi la thèse et la qualité qui sortira de la thèse, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir exister sur le marché du travail et d'avoir une liberté de choix. N'est-ce pas? Vous avez Madame Salimata Konombo, qui nous vient du Burkina Faso, qui va assurer à côté de Béatrice la modération de plusieurs sessions, de plusieurs de ces sessions, historienne, spécialiste qui s'est spécialisée dans la gouvernance sécuritaire, dans la gouvernance territoriale. Et vous savez que les pays du Sahel sont confrontés aux problèmes de la sécurité et de l'humanitaire, et s'est spécialisée dans ce domaine. Et dans la formation, en instruction avec les militaires, les corps habillés, que ce soit la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, qui sont partie prenante des questions de sécurité, et s'est spécialisé dans
comment gérer les situations de sécurité par des solutions non militaires. Non militaires. C'est une figure de proue comme intellectuel public au Burkina Faso, de la société civile, membre de plusieurs think tanks. Elle est membre du conseil scientifique de l'Institut d'études de Saint-Louis, de l'IA de Saint-Louis. Nous sommes très honorés de l'avoir dans notre bord du comité scientifique de l'IA. Dans son pays, en tant qu'intellectuel public, elle a assuré les fonctions de ministre du genre et du développement social. Donc, ceux et celles qui travaillent sur les questions du genre, sur les questions des VBG, sur les questions de la condition de la femme, je vous encouragerai vivement, en marge des discussions, de pouvoir vous rapprocher d'elle et de profiter de sa présence durant cette semaine pour avoir le maximum d'échanges et tirer profit de son expérience. N'est-ce pas? Je vois déjà bienvenue, je vois Aïssatou. Hein? Alors, donc ne ratez pas l'occasion. Ne ratez pas l'occasion. Le conférencier du jour, c'est Chetem Gaye, inspecteur du travail de la région de Dakar. Je suis très content et très fier de lui. C'est mon ancien étudiant à la FACEF, qui a, pour moi, démontré la capacité de résilience et de travail. Vous pouvez imaginer, pour mes amis du Cameroun, vous pouvez imaginer quelqu'un de Tchong qu'on envoie dans une petite ville rurale de l'extrême nord du Cameroun, hein, et qui dans un collège, professeur d'histoire-géographie et de français, s'est lié et s'est engagé auprès de ses élèves pour initier des initiatives, des innovations pédagogiques. Et à partir de 1998, c'est l'introduction de nouvelles technologies à l'école, pour arriver à faire de son école de l'époque, Ousoui, Diaw n'est pas là, ce matin. Ah, il est un peu souffrant. Voilà. Diaw, qui est de la Casamance, connaît Ousoui, la zone marquée par les problèmes de la guerre en Casamance. Et au-delà de ces problèmes de sécurité, développer une innovation pédagogique, initier les élèves dans un contexte où l'Internet n'était pas encore développé, il n'y avait pas encore le Wi-Fi. C'est avec des petits ordinateurs, c'est avec aussi la petite connexion qu'il avait. Vous avez un ordinateur, vous avez une salle cyber qu'on appelle la salle cyber, avec un ordinateur pour 2000 élèves. Vous voyez ce que cela appelle en termes d'organisation. Tu passes tous tes week-ends à assurer l'espace. Mais le résultat, c'est effectivement faire des élèves qui aient les performances scolaires les plus importantes dans la région de Ziguinchor. N'est-ce pas? Des meilleurs résultats qu'à Ziguinchor. Et les gens de Ziguinchor venaient s'instruire auprès de son approche. Mais comme on dit, si vous travaillez pour vos élèves, en même temps, vous gagnez en expérience professionnelle, vous renforcez vos compétences. Et cela lui a permis de préparer le concours de l'École nationale d'administration et de la section sociale. Et c'est cela qui lui a permis de pouvoir effectivement faire le concours, de réussir ce concours et, au terme de la formation, d'être inspecteur du travail. Il a déjà fait plusieurs régions du Sénégal. Il a aussi participé à l'organisation du syndicat des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer les conditions de collecte des statistiques du travail. Et aujourd'hui, il m'a fait l'amitié de venir partager son expérience dans le domaine
des chiffres. Et quand je lui ai exposé le projet, il m'a dit, prof, je crois avoir compris ce que votre demande. Je vais m'organiser et je pourrais vous proposer quelque chose. Moi, je pensais qu'il allait s'en tenir à la région de Dakar, mais ce qu'il nous propose, c'est de voir comment, quelle utilisation on peut faire des statistiques à partir des statistiques du travail au niveau du Sénégal. Et je crois que cela est très important. Nous avons là les statistiques du travail, tu vois, dans un domaine déterminé. Je pense que c'est très important. Ted, soyez la bienvenue. Et encore une fois, merci. Vous avez la parole. Et il a toujours été là pour m'accompagner. Et quand j'ai été donc affecté au niveau de Oussouye, je venais fréquemment au GEP, le groupe pour l'enseignement, donc pour l'enseignement, pour l'éducation de l'enseignement de la population, dont était donc le coordinateur, discutait souvent. Quelqu'un qui a toujours une longue d'avance sur les autres, une vision de ce que les choses doivent être. À force comme de le côtoyer, j'ai compris beaucoup de choses. Et à Oussouye, tout était réuni pour que les choses se fassent mal. Il y avait donc la guerre en permanence. La plupart de nos étudiants partaient de rejoindre de la rébellion. Il fallait donc, avec un groupe de collègues, mettre un terme à cela. Comment? En les retenant à l'école. On a même créé une structure d'entraide scolaire pour récupérer tout ce qui était exclu du CM. Parce que, à défaut d'être à l'école, c'est trop facile donc pour les enfants de se retrouver entre les, au niveau des bandes armées. Dieu merci, nous avons réussi cela. Surtout aussi maintenant, quand il a, quand le CRDI attend le GEP, on a doté des ordinateurs. J'étais dans ce département, je n'étais pas éligible pour cela. Mais il a fait une exception pour moi, pour un ordinateur, une télévision. Aujourd'hui, c'est banalisé, mais je vous dis que jusqu'à 14 ans, il y a des élèves qui n'avaient jamais vu de télévision. À 14 ans. Ça paraît invraisemblable, mais c'est ça. Je me rappelle, vers chaque jour, vers 18h, les élèves, donc même les professeurs environnantes, regagnaient le CM. Rien que pour suivre la télévision. Vraiment, c'était un moment quand même très fort que nous avons vécu avec les collègues. Nous avons aussi organisé nos élèves pour que cette contrée, qui était donc dès le départ indexée comme les bons derniers, devienne les meilleurs. Je me rappelle même nos cellules, en tout cas de la géographie, les gens préféraient venir à Oussouye parce qu'ils repartaient avec donc des imprimés sur la plupart donc des documents qui servaient dans le cours. Ce que nous avons réussi, malgré donc notre ruralité, c'était vraiment extraordinaire. Nous y allons de manière inconsciente, mais quand même, ça a fait porter ses fruits. Et là, vraiment, nous le devons à M. Babacar Fall, que j'appelle maître. Et d'ailleurs, quand je faisais le concours de l'ENA, l'honneur que j'avais au lycée m'a beaucoup aidé. Là où les collègues, en tout cas les prétendants, se documentaient avec les papiers, moi j'étais déjà dans le net. Et quand j'arrivais au concours, j'étais presque prêt. Parce que j'avais la plupart des documents que je souhaitais, je les avais à portée de main dans l'ordinateur. Là où les gens avaient d'autres documents sur papier. Donc cet établissement qu'il a fait quand même nous a beaucoup aidé dans ce sens. Je ne peux le remercier toute ma vie. Donc pour laquelle, s'il a besoin de moi, je n'hésite pas. Je lui dois beaucoup. Ce que je suis aujourd'hui, rien, entre guillemets, mais en partie c'est lui. Donc, comme il dit, il a très tôt cru en moi, il m'a beaucoup encouragé. Et donc cette volonté donc, de bien faire, je l'ai amené avec moi partout où je suis. Même dans ce nouveau corps-là, j'ai réussi à organiser ce corps-là. En moins de 5 ans, en matière de traitement, nous sommes passés du simple au double.
ni trompette, sans trompette, ni bagarre, ni insulte. On a fait donc un bon plaidoyer, un bon lobbying en matière syndicale et ça a payé. Tout ça, donc, c'est des outils que j'ai appris au GEP. Donc, Babacar, c'était vraiment debout. Et je ne serai pas assez donc, de vous remercier tout ce que vous avez fait donc, pour nous. Aujourd'hui, donc, nous avons donc essayé donc, de causer, d'échanger avec vous sur les chiffres. Mais les chiffres du monde du travail, qu'on appelle les statistiques du travail. Je lui ai envoyé 3 supports qu'il va peut-être partager avec vous. Je vais justement prendre quelques tableaux de ces supports-là, mais vous l'avez l'intégralité des supports avec lui, qui va vous partager. Donc, dans le monde du travail, tout est chiffres. Bon, je dis même ailleurs, aujourd'hui, quand même, on ne peut rien faire sans les statistiques. À longueur de journée, on fait des rapports. Chaque semaine, on en fait. Chaque mois, chaque année. Partout, c'est des tableaux de bord qu'il faut surveiller de très près. Parce que les statistiques, quand même, sont prisées aujourd'hui dans le monde du travail. On va essayer donc de voir donc quelle est la finalité. Comment ces statistiques sont utilisées dans le monde du travail. Nous avons donc un plan en 3 points. D'abord, revenir sur certains concepts. Ensuite, donc, relever les objectifs des statistiques du travail. Quelques objectifs, pas tous. Et enfin, comment l'utilisation de la collecte des informations, des données, sont utilisées dans le monde du travail. Donc, l'utilisation donc des statistiques par l'administration du travail est donc consacrée par la Convention 160 et la recommandation 170 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, donc du 25 juin 1985. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers du monde du travail, nous avons donc les lois de travail, donc, on a une origine internationale. Avec donc le BIT, avec donc l'OIT, qui produit des normes. Donc les normes, donc, on en a 3. Il y en a plus, mais 3 mesures. C'est d'abord les conventions internationales du travail, qui donc ratifiées s'imposent aux pays qui les ratifient. C'est ce qu'on appelle les pays munistes, comme nos pays francophones. Quand ces pays ratifient une convention, s'il y a une dispositif des dispositions de la loi interne qui s'oppose ou est sans contradiction avec la loi internationale, la loi interne est changée pour s'adapter à la loi internationale. Les recommandations ne sont pas contraignantes, mais on s'en inspire. À côté dessus, il y a les protocoles. Donc, pour la matière de travail, la plupart des questions sont réglées au plan international par la production des normes internationales du travail, qui peuvent évoluer. Quelquefois on les retire, quelquefois on les change. Mais quand même, la plupart des pays, l'essentiel des pays, s'inspire de ces normes internationales du travail. La norme maintenant, il y a les conventions, les recommandations et les protocoles. Donc, aujourd'hui, l'information donc statistique est devenue donc stratégique. Autrement, personne ne peut s'en passer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un programme sérieux sans d'abord avoir la réalité, l'état des lieux. L'état des lieux, ce n'est pas du bavardage, mais il faudra fonder cela par des chiffres, des statistiques. Ainsi donc, ce caractère donc stratégique de l'information fait que notre pays, le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a quand même développé, en tout cas a recommandé, ou bien a même institué dans les ministères donc des pôles statistiques. Au niveau de l'administration du travail, nous avons une direction statistique du travail.
la DSE, qui donc produit, donc conçoit et produit les statistiques du travail. On attend. On connaît. La DSE donc est chargée de concevoir et de publier les statistiques du travail. Aujourd'hui, au Sénégal, au niveau des sites du gouvernement, la page du ministère du Travail est la page la plus visitée. Donc on a une foule d'informations pour les réseaux du monde du travail. Tout ce qui est bien investi au Sénégal, ceux qui sont là, tous visitent cette page-là. Parce qu'il y a des données qualitatives et quantitatives qui leur permettent d'asseoir leurs décisions. Chaque année donc, et ça bientôt, donc vers le mois de juillet, on va donc publier donc les statistiques de 2023 qui sont très attendues. D'ailleurs, on a un petit retard, mais chaque jour on nous appelle pour publier ces statistiques-là. Bon, les événements politiques au Sénégal faisaient qu'on devait attendre les élections avant de le faire. Mais quand même, c'est quelque chose qui est très attendu au Sénégal par les gens du monde du travail parce qu'ils trouvent ce qu'il faut pour vraiment asseoir leurs décisions. Je vais donc revenir donc sur quelques concepts. Bon, maintenant, il y en a qui le savent mieux que moi. Peut-être pour d'autres, pour certains c'est un rappel, mais pour d'autres même, peut-être c'est une découverte. D'abord, ce qu'on a donc par statistique. Statistique, donc, c'est quoi? Les données donc nécessaires à la production d'informations statistiques. Donc, tout ce qui est données statistiques donc, doit être produite. Mais ce sont des données maintenant qui sont organisées. Dans le cadre organisé, c'est important, organisé, parce que toute donnée n'est pas donnée statistique. En tout cas, officiellement, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi il faut donc la donnée les données soient donc organisées. On verra aussi maintenant produit aussi par une autorité statistique. Donc, qu'elles soient donc obtenues à partir d'enquêtes, de sondages ou donc de l'exploitation de données administratives ou pas, ça donne ce qu'on appelle les statistiques en général. Ça fait donc le flux d'enquête, le flux de sondage, d'exploitation de données. L'essentiel, au fond, c'est quoi? Il faudra que ce soit vraiment organisé pour que ce soit acceptable et utilisable. À côté, il y a ce qu'on appelle l'information statistique. C'est quoi? Toute information quantitative et qualitative organisée, obtenue à partir de données statistiques, permettant notamment la connaissance des phénomènes économiques, politiques, démographiques, etc. À partir donc de statistiques, on a ce qu'on appelle une information statistique. Mais là, à côté de encore, il y a aussi le caractère de organiser. Ce n'est pas des données qui sont pas, qui sont doivent donc quand même faire l'objet d'une analyse très sérieuse. Donc, on parle donc du caractère organisé de ces données. Ensuite, on appelle il y a les métadonnées. C'est l'ensemble donc des informations en général textuelles permettant de comprendre le contexte dans lequel sont collectées, traitées et analysées les données statistiques, dans le but de créer des informations statistiques, des textes légaux et réglementaires. Méthode et conception utilisées à tous les niveaux du traitement. Définition et nomenclature. Ça appelle donc les métadonnées. Enfin, maintenant, il y a ce qu'on appelle les statistiques officielles. Parce que officiel, on entend l'ensemble des informations statistiques produites, validées, surtout c'est important, validées, compilées et diffusées par les autorités statistiques. Autrement dit, quelle que soit l'origine des chiffres, il n'y a que l'on appelle l'autorité statistique qui peut les valider officiellement. Il n'y en a pas beaucoup.
par exemple, au Sénégal, il y a que donc l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et démographie, qui est reconnue comme autorité statistique. Autrement dit, d'autres entités peuvent produire des données, mais officiellement, il faut donc que ce soit validé par l'ANSD pour que le gouvernement puisse l'utiliser valablement. Parce qu'on appelle une autorité statistique. Quand vous n'êtes pas une autorité statistique, vous ne pouvez pas, vos statistiques ne peuvent pas être pris officiellement. Il n'y en a pas beaucoup d'autorités statistiques au même plan africain, il n'y en a pas beaucoup. Au Sénégal, donc c'est donc l'ANSD qui est reconnue comme l'autorité statistique pour valider les données officielles. À l'ANSD comme autorité pour admettre les statistiques. Maintenant, quelle finalité dans l'utilisation des statistiques du travail? Il y en a plusieurs, on en prend quelques-uns seulement, quelques-unes. Donc, l'utilisation du travail recourt aux statistiques du travail pour servir de outil de planification et de contrôle. Aujourd'hui, tout est planifié. Et certains disent que qui ne planifie pas planifie son échec. Autrement dit, tout ce que nous faisons au ministère du Travail fait l'objet donc d'une planification au départ. À titre d'exemple, l'évolution donc du niveau de l'emploi par donc branche d'activité, par profession, par niveau de qualification. Aujourd'hui, le baromètre des élections même politiques aujourd'hui, c'est l'emploi. Tout à l'heure, madame parlait de la percée du Front National au plan européen. C'est pas seulement la France. Parce que les gens, ces partis de droite, ont surtout mis l'accent sur les capacités des gouvernants en place à régler le problème de l'emploi. C'est super chez nous. Aujourd'hui, on change de régime parce que les gens ont beaucoup mis l'accent sur le chômage des jeunes. Aujourd'hui, donc, qui ne maîtrise pas cela, donc, va droit à l'échec. Pour laquelle maintenant, il faut chaque fois mettre à jour les chiffres de l'emploi. Le taux de chômage, le taux de sous-emploi, etc. Donc, au ministère du Travail aussi, on fait en sorte que on donne au gouvernement ces statistiques-là dont il a besoin dans sa politique pour pouvoir planifier, mais aussi mettre avec une réponse à la question de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons donc au Sénégal beaucoup de structures qui gèrent l'emploi des jeunes en termes de financement, en termes d'encadrement, mais aussi en termes de encore pour les accompagner pour qu'ils puissent quand même migrer vraiment dans le monde de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles de formation, malheureusement, qui ne forment que des chômeurs. Il y a en sorte avec le diplôme, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. On ne peut pas chercher de l'emploi. Aujourd'hui, maintenant, il y a donc des étudiants qui les accompagnent. Pourquoi le diplôme quand même? Leur montrer comment trouver de l'emploi. Comment aller en entretien d'embauche. Et surtout, comment repérer ce qu'on appelle les emplois souterrains. Aussi, les emplois visibles ne font 40% des statistiques. La plupart des emplois invisibles
dont même le directeur n'est même pas conscient. Mais quelqu'un qui est bien formé, qui connaît bien le monde du travail, peut très bien se proposer. C'est le cas où des jeunes qui, après avoir étudié l'entreprise, connaissent les problèmes, viennent proposer des solutions. Quand vous venez voir un chef d'entreprise, vous dites que j'ai comme étudié votre entreprise, vous avez tel problème, quand vous le dites, quand le problème est réel, il le sait. Et là, typiquement, si vous me proposez des solutions, il peut quand même tenter à vous embaucher. On appelle les emplois souterrains. Malheureusement, les gens ne se focalisent que sur ces emplois visibles, qui font l'objet de publications, qui font l'objet d'annonces dans les journaux. Alors que les emplois souterrains sont plus importants et sont plus faciles à avoir si on sait s'y prendre. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas. Ils savent comment migrer dans ce monde invisible, entre guillemets. Donc, c'est une notion de planification et de contrôle. Exemple, l'évolution de la structure de l'emploi, par âge, par sexe, etc. Nos chômeurs, le tranche d'âge dans nos pays, c'est les 18-35 ans. Ailleurs, c'est autre chose. Tout dépend. Il y a des pays même, comme en Europe, où les gens peinent à fournir de la main-d'œuvre dans certains domaines. Donc souvent les pays, il est quand même important de savoir quelle est la structure de l'emploi, suivant donc les sexes, suivant l'âge, etc. Donc, ça permet d'aider le gouvernement à planifier la réponse à apporter au chômage des jeunes, en tout cas, si on parle des jeunes, à essayer autre chose. C'est aussi l'évolution du chômage. Comment il évolue en temps de ci. Il y a des périodes où les gens embauchent, d'autres où on n'embauche pas. Tout dépend donc du contexte dans lequel baignent les entreprises. C'est aussi du sous-emploi. La même chose. C'est important donc de savoir cela. C'est aussi un instrument de lobbying et de plaidoyer dans les relations professionnelles. Exemple, dans les négociations salariales, la détermination du SMIC, des salaires de base catégoriels, de l'indemnité de transport, tout ceci fait l'objet d'âpres négociations. D'ailleurs, on dit que le droit de travail, c'est un droit politique, très politique, parce que c'est un droit négocié entre les employés d'une part et les travailleurs d'autre part. Donc, les organisations professionnelles de travailleurs comme d'employeurs négocient âprement pour leurs avantages. Le salaire minimum intégralement garanti, le SMIC, comme donc les salaires de base ne sont pas déterminés comme ça. Chaque entité fait des propositions et contre-propositions. Mais sur la base de statistiques, exemple, pour donner le salaire de base catégoriel au Sénégal, souvent les syndicats de travailleurs amènent des statistiques sur le coût de la vie. Exemple, le petit déjeuner, ça coûte combien? Le déjeuner, le dîner, et le transport, etc. Sur la base de ces minima-là qu'on propose des chiffres. Vous voyez donc, personne ne vient en négociation avec les mains vides. On documente, on se prépare en conséquence pour faire des propositions, des contre-propositions. Mais sur la base maintenant des choses qui sont fondées sur le coût de la vie. Le coût de la vie permet de déterminer le salaire de base, permet de déterminer le SMIC, le salaire minimum intégralement garanti. Donc, les chiffres servent à cela. Quand on veut donc négocier, on fait un plaidoyer, un lobbying, il faudra avoir des statistiques qui sont fiables. Je veux ça sur la base de quoi? Et nous, en tout cas, on le fait âprement. Lorsque j'étais le secrétaire général du syndicat, je vous dis que nous sommes passés du simple au double, parce que nous sommes partis aux négociations avec des statistiques que personne ne pouvait démonter. Bon, entre guillemets. Quand c'est tellement solide que le gouvernement dit seulement, je ne peux pas, donc vos revendications sont recevables, mais je n'ai pas les moyens. En attendant, voici ce que je peux faire.
Donc, comme nous avons négocié, et lorsque nous avons été donc à la tête du syndicat, nous avons réussi à doubler le traitement des inspecteurs de contrôle du travail. Alors pendant des années, ils n'ont pas pu le faire. On avait une amicale qui ne pouvait pas négocier. Ou bien on avait des secrétaires généraux qui n'étaient pas négociés. Quand même, c'est important d'avoir des chiffres là, c'est important. C'est pourquoi il faut tout documenter. Quand on va négocier, c'est dans ce sens-là. Et aujourd'hui, donc, les organisations patronales, comme des travailleurs, négocient âprement pour déterminer ces questions-là. À quel niveau on doit maintenir le SMIC, à quel niveau on doit mettre un salaire catégoriel dans une activité, dans un secteur déterminé, à quel niveau on peut donner le transport. Là, le transport aujourd'hui, il est à 25 600, mais c'est la base de le coût de transport à Dakar. Pour quitter de Guédiawaye dans la banlieue vers centre-ville, il faut combien en moyenne? C'est comme ça que les gens font des simulations. C'est-à-dire que si on donne à 26 000 à quelqu'un, il n'a pas le transport, mais il peut se déplacer. Par là aussi, le texte est clair, le texte dit que l'employeur participe. On dit que l'employeur couvre les frais de transport. L'employeur participe aux frais de transport. Donc si le transport fait 50 000 francs par mois, si on donne 26 000 aux travailleurs, on a largement participé à cela. Vous voyez donc, tout ça, c'est la base des chiffres que les gens négocient. C'est pourquoi je parlais donc, c'est un instrument de lobbying et de plaidoyer. Qui n'a pas de chiffres ne peut pas négocier aujourd'hui. Ce n'est plus rapport de force sur la parole, mais sur argument contre argument, mais argument donc, c'est donc de manière, des arguments quand même qu'il faudra quand même tirer des statistiques fiables. Et même le recrutement. Lorsque j'étais aussi secrétaire général donc, du syndicat, j'ai vu que, par exemple, notre corps, c'est le corps qui avait plus de départs dans l'administration. Un ministre du Travail, vous le formez, 5 ans après, il disparaît. Donc, on a dit au gouvernement, aussi longtemps que vous allez qu'on a recruté, ils vont repartir. Et je peux lui des statistiques pour montrer qu'en 20 ans, il n'y a plus autant de départs que d'arrivées. Et c'est nulle part dans notre corps de l'administration. Donc, le seul moyen de retenir les gens, c'est quoi? De avoir le traitement salarial. Parce que c'est des gens qui sont prisés dans le privé. L'administration voulait maintenir, mais le privé donne 3 fois plus. La concurrence n'est pas. Et donc les gens font vite le choix. Maintenant, pour retenir les gens, il faudra investir des choses. Pas à l'autorité privée, mais donner quelque chose au point que les gens puissent rester sur place. Et ce que le gouvernement a fait en partie. Aujourd'hui, on a stabilisé les effectifs de l'administration du travail. Vous voyez donc, c'est la base des chiffres que nous avons produits sur 20 ans, montrer que ce que l'ENA nous fournit comme techniciens repartent en moins de 5 ans. Et si on n'a pas ce chiffre-là, c'est difficile de négocier dans ce sens. C'est aussi l'obligation donc de la mobilité. Nous sommes en cours de contrôle, il faudra des véhicules. Je me rappelle, il y a 5 ans, nous avons produit un tableau peint de rouge parce que on avait relevé les institutions qui avaient un véhicule ou qui n'en avaient pas, ou un véhicule en panne. Il y avait 2 ou 3 institutions de travail qui avaient un véhicule convenable pour le contrôle. Mais il dit au ministre, vous ne pouvez pas nous fixer des objectifs alors que vous n'avez pas les moyens pour le faire. Et les moyens aujourd'hui, même si on décide de personnel, on a des problèmes de déplacer. C'est comme ça que nous avons réussi quand même à avoir des véhicules quand même de l'administration à moins de 2 ou 3 mois après. Parce qu'on avait quand même bien démontré au gouvernement qu'on ne peut pas atteindre les objectifs assignés si on n'a pas les moyens, surtout donc le véhicule qui n'est pas disponible. C'est également donc, un moyen de contrôle du respect de l'application du droit social. Les chiffres nous permettent donc de voir est-ce que dans l'entreprise, on respecte quoi? La durée de travail. Les entreprises tiennent des registres de pointage, etc. Rien que cela, si on exploite les chiffres-là, on peut savoir si l'entreprise respecte la durée légale du travail, donc journalière ou bien hebdomadaire ou bien mensuelle. C'est aussi les licenciements et les embauches. C'est également les conflits de travail ou les contrats de travail. En tout cas, tous les entreprises sont bien organisées pour tout documenter. On a aussi nos moyens pour accéder à ces informations-là, pour voir
si l'entreprise est en règle ou non. Quelquefois, c'est un mirage, l'entreprise est célèbre, il y a tout, mais quand vous allez fouiller dans les statistiques de l'entreprise, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, donc les chiffres donc, sont là pour vraiment quand même permettre de faire un bon travail de contrôle. C'est aussi un instrument d'information. Exemple, on appelle le baromètre social. Chaque semaine, les gestions de travail du Sénégal, ce qu'on appelle un baromètre social, c'est quoi? Tout ce qui est conflit, le temps, ou bien ouvert, on doit le renseigner. C'est aussi les bonnes pratiques. Chaque semaine, chaque jeudi, on envoie cela au niveau du ministère de la Direction générale du travail, qui a fait une compilation, une note au ministre du Travail, qui chaque jeudi, pendant le conseil du ministre, le ministre du Travail fait un exposé sur le baromètre social. Ça permet au gouvernement d'anticiper pour tous les sociaux. On sait dans une entreprise, il y a un conflit en latence, on fait tout pour que le conflit n'éclate pas. Ou bien on accompagne les parties. Et d'ailleurs, le ministre du Travail nous disait qu'il n'ose pas aller au conseil du ministre sans ce baromètre social-là. Parce que systématiquement, en divers, le président lui demande de faire une situation de climat social au Sénégal. Vous voyez donc, chaque jeudi, au conseil du ministre, du mercredi, donc le président a une situation de l'ensemble du climat social au niveau du Sénégal. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté? Est-ce qu'il y a des crises qui sont en latence, qui sont en voie de extra, ou bien qui sont réglées, ou qui ont été réglées extra? Et le ministre du Travail disait qu'il ne peut pas aller au conseil du ministre sans donc la note sur le climat social. Ouais, donc là, c'est permis donc gouvernement d'être informé, surtout maintenant de donner une réponse par rapport aux crises, aux différents travails qui sont sous-jacents ou bien qui sont ouverts. En tout cas, nous sommes mis en contribution. À chaque fois, on nous demande d'anticiper par rapport à ça, ou bien même d'aller sur place pour essayer de voir comment trouver une solution. En tout cas, c'est ce que nous faisons régulièrement. Cette compilation est donnée au ministre du Travail qui va le développer au niveau du conseil des ministres. On l'appelle le baromètre social. Également, les services de travail permettent, sur la base d'indicateurs. Vous posez des questions sur le que ça soit interactif. Si, non, si vous voulez, oui. C'est bien. Comment le baromètre social, c'est très intéressant comme outil. Donc, je me demandais comment les problèmes sociaux vont monter aux inspecteurs et aux au ministère. Quel est l'échantillonnage? Parce que j'imagine que chaque semaine, il y a énormément de choses qui se passent, mais il y a une sélection de choses qui sont reportées. Je me demandais comment ça se passait, comment c'est sélectionné. Bon, d'abord, il y a les contrôles. Nous sommes sur le terrain, du mardi au jeudi. Tous les travailleurs sont sur le terrain. Du moins, la plupart sont sur le terrain pour les contrôles. Mais aussi nous avons aussi un réseau de journalistes avec qui nous travaillons. Les journalistes sont bien informés. Dès qu'ils ont connaissance d'un problème, ils nous informent. En tout cas, on a plusieurs stratégies qu'on a mis sur place pour être informés. Pour quand même que les choses remontent. Maintenant, chaque jour, on fait une compilation et on envoie. Bon, là aussi, c'est pas seulement les mauvaises choses, mais aussi il y a les bonnes choses. Parce que si on forme des travailleurs en dialogue social, il faut renseigner. Pour de telles entreprises, on a fait une formation. Pour voir si d'ici quelques mois ou quelques années, cette formation a été bénéfique. Parce que si on fait une formation, au bout de quelques mois ou quelques jours, il y a une rébellion, il y a une grève, ça veut dire que ça n'a pas passé. Donc, en tout cas, tout ce qu'on fait sur le terrain, on le renseigne. En tout cas, le ministre aussi, le directeur général du travail suit cela, fait des tables de bord, compilation pour voir un peu comment se tiennent les entreprises au niveau national. Et entre nous, on arrive aussi à anticiper beaucoup de crises, surtout avec les formations en dialogue social. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Entre travailleurs et employeurs, il y a un problème de déficit d'information ou de niveau. L'employé a tous les moyens pour se former, tous les moyens pour être informé, le travailleur n'en a pas. Lui, il se forme maintenant sur le tas. On devient syndicaliste, alors qu'on a une formation dans ce sens. Celui-là, il devient un danger pour les autres. Parce que, quelquefois, il lui arrive de conduire des mouvements d'humeur illicites. On appelle les grèves sauvages. C'est pourquoi on met beaucoup l'accent sur la formation des professionnels et des syndicalistes
pour quand même les amener à, pour ne pas, la revendication elle est inhérente à l'entreprise, mais aussi de fait dans la règle de l'art. Parce que quand même quand dans le fond, vous avez raison, si vous pouvez aller en grève devant illicite, grève sauvage, ça devient illicite. Donc c'est une faute. Oui, vous pouvez continuer. Merci déjà pour, même si ce n'est pas encore, merci déjà pour votre présentation, même si ce n'est pas encore fini. Je voudrais savoir quels sont les mécanismes pour vérifier la véracité de ces statistiques. Les statistiques de production. Oui, les statistiques qu'on vous envoie, quels sont les mécanismes pour vérifier la véracité de ces statistiques? Bon, au départ, ce pas encore des statistiques, ce sont des informations qu'on donne. Quand on donne des informations, il faut aller sur le terrain vérifier. Il faut appeler. Dans tous les cas, il faut toujours vérifier. C'est d'abord à cette information. Maintenant, quand c'est traité maintenant, ça devient un renseignement. Ça devient une statistique qu'on va envoyer. Mais au départ, il faut d'abord compiler. Avant de compiler, il faut d'abord aller sur le terrain. Ou bien trouver des canaux pour vérifier l'information. Mais la plupart du temps, nous sommes sur le terrain. Quand on est informé d'un problème dans une entreprise, on se déplace. Là, on ne contente pas d'appeler, mais aller sur le terrain. C'est fastidieux le travail? Très fastidieux. Surtout aussi, on n'a pas le nombre. Aujourd'hui, dans tout le Sénégal, nous sommes que 77. 77 instituts de contrôle du travail dans tout le Sénégal. La plupart sont partis. Dans le privé, ou le pour compte. C'est un corps où les gens sont très pris dans le privé, très prisés, comme DRH. Mais quand tu dis 77, oui. Quelle est la norme pour couvrir les besoins? Parce qu'il faut donner un ordre des besoins pour qu'on comprenne les déséquilibres. Oui. Les entreprises doivent être contrôlées deux fois par an. Si on prend au Sénégal, on a quelque chose comme 200 000 unités formelles. Plus de 600 000 d'unités informelles. Donc si on doit visiter 2 fois l'entreprise par an, minimum, avec 77, donc aujourd'hui il nous faut minimum 3 000, en tout cas l'estimation plus de 3 000 instituts de contrôle de travail pour être dans pour le minimum. 3 000. Malheureusement aussi, il n'y a que l'ENA qui produit un institut de contrôle de travail. Au Cameroun, ils ont réglé le problème. Bon, j'étais là-bas en stage au niveau de l'UCREDET pendant 3 mois. Ils ont le problème. Eux, ils ont un mécanisme de nommer des gens à l'institution de travail. Au Sénégal, pour le moment, non. Ce n'est pas d'autres pays, mais au Cameroun, comme ils ont réglé le problème là, ils nomment des gens qui veulent appuyer les institutions de contrôle de travail dans leur tâches au quotidien. Mais ici, c'est interdit. Même les personnes d'appui qui sont avec nous ne peuvent pas aller sur le terrain. Il n'y a que l'institution de contrôle de travail qui peut le faire. Maintenant, à défaut, s'il est défaillant, il y a le préfet qui va le suppléer ou le sous-préfet. Et là même, c'est une tâche administrative. Mais il ne peut pas aller sur le terrain. Donc, il nous faut plus de 3 000 instituts de contrôle de travail pour avoir le minimum. Même la place, je dis, même à Dakar, je suis à Dakar, même la place d'indépendance. J'aurais fait 2 ans, je n'aurais pas contrôlé les entreprises qui sont autour de moi. Est-ce que l'État a une politique pour augmenter le nombre d'inspecteurs du travail ou pas vraiment? Si, l'État a fait pendant 3 ans de recrutement massif, 3 ans. Mais quand nous sommes allés pour évaluer cela, il dit qu'en tout cas, vous recrutez 1000, ils vont partir. Aussi longtemps qu'ils sont sous-payés, parce que là, ils sont sous-payés par rapport aux homologues de l'ENA. À l'ENA, nous avons plusieurs corps. Même concours, même enseignement, même diplôme. La sortie, les uns peuvent payer 8 fois les autres. Vous voyez donc, maintenant, nous, quand on sort, on rééquilibre les choses. C'est pourquoi les gens n'hésitent pas. Ils font 5 ans, le temps de on appelle la durée légale, pour mériter leur formation, après ils partent. Il y a très peu de gens qui restent dans l'administration de travail. En tout cas, des gens comme moi font 15 ans, on les compte. Alors que dans d'autres corps, les 15 ans sont les... en tout cas, les gens restent jusqu'à la fin de leur vie active. Chez nous, c'est difficile de voir quelqu'un qui fait 10 ans. Maintenant, quand on a évolué, de montrer que ce n'est pas un recrutement, il faut d'abord pouvoir les maintenir sur place, avec un traitement conséquent. L'État maintenant a fait quand même beaucoup d'efforts.
Nous sommes passés du simple au double, avec de bonnes conditions de travail. Mais ça ne suffit pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Quand vous qualifiez un statistique, quand vous dites statistique fiable, quand vous qualifiez cela, quels sont les paramètres pour vous amener à dire que telle statistique est vraiment fiable? Bon, je dis qu'au Sénégal, il n'y a que l'ANSD qui peut le faire. L'autorité statistique. Il faut avoir la qualité de l'autorité statistique pour dire que ça c'est fiable ou pas. L'Agence nationale des statistiques. Oui, démocratie, oui. Ah, donc Oui. Mais quand vous n'êtes pas sur l'autorité statistique, vous ne pouvez pas valider les statistiques. Mais les gens utilisent les statistiques, mais à leur propre compte. Mais officiellement, il faudra que l'autorité statistique valide cela. Nous, même ce que nous faisons, c'est validé par l'ANSD. On fait beaucoup de compilations, mais même le rapport statistique là, avant qu'on se sorte, l'ANSD qui va valider cela. Donc quand l'autorité statistique ne valide pas, les statistiques là ne sont pas fiables. Entre guillemets. Donc ils ont leur parole fait office d'autorité. Oui, la loi, c'est ça la loi. L'autorité statistique valide les statistiques. Sans autorité statistique, les statistiques ne sont pas valables. Maintenant, les gens l'utilisent. Donc les secteurs produisent des matériaux, mais comme dans toutes les agences nationales de statistiques, il y a des normes standards à partir desquelles ces données sont traitées pour pouvoir produire des informations considérées comme des informations fiables à partir des normes et standards statistiques. C'est ça. Voilà pourquoi l'autorité qui valide, qui produit des statistiques fiables est admise par l'ensemble des institutions, c'est l'Agence nationale de la statistique. Que ce soit des statistiques de l'éducation, que ce soit des statistiques de l'agriculture, que ce soit des statistiques économiques, que ce soit des statistiques du travail, c'est les services techniques. Les services techniques sont associés à la collecte des matériaux, mais la production, la labellisation est opérée par l'Agence nationale de la statistique. Il y a aussi des moyens pour vérifier que les données sont fiables. C'est que vous pouvez avoir une série de variables qui sont liées les unes avec les autres. Donc si vous avez quelqu'un qui répond à des questions, vous dites quelle année, vous êtes né en quelle année, vous avez quel âge, vous êtes en quelle classe. Si vous me dites que vous êtes né en 2000, vous êtes en CP, mais que vous avez 45 ans, je sais que cette donnée est pas bonne. Donc il y a des moyens que l'ANSD utilise pour vérifier qu'une base de données est bonne et elle peut faire des analyses pour savoir quel est le pourcentage de données. Autrement dit, vous avez le contrôle qualité. Le contrôle qualité, avec le croisement des données, les différents paramètres pour établir la rationalité des données qui sont produites. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a des séries qui peuvent être fiables et il y a des séries, si donc il y a des données anachroniques qui entrent en contradiction avec la logique des normes, en ce moment-là, vous vous rendez compte que ces données ne sont pas fiables. Donc vous avez, dans le cadre de l'utilisation des données, quand vous exploitez des données qui sont produites que vous trouvez dans la documentation, vous devez vous assurer des sources, de la source, c'est très important, la source, et ensuite comparer les différentes données pour voir la cohérence. Et c'est sur la base de l'analyse de ces éléments de cohérence que vous pouvez établir si oui ou non cela rentre dans votre approche et dans vos démonstrations. Oui, continuez. Bon, là aussi, il faut distinguer, comme le dit madame, on peut avoir des statistiques comme très bonnes, interne, externe, tout ça. Mais pour être validé, il faut l'intérêt le valide. Une chose d'avoir des statistiques fiables, une autre chose de les valider. Comme l'a dit Babacar, donc c'est quoi, il faut associer souvent l'ANSD. Quand c'est qui est d'envergure, il faut l'associer dès le départ. En tout cas, toutes les élections, toutes les enquêtes, dans chaque secteur,
souvent l'analyse est instituée dès le départ, pour quand même que le résultat soit fiable. Il y en a aussi qui travaillent et qui envoient, avec le risque maintenant que ce soit rejeté. Mais quand c'est institué dès le départ, quand même le problème ne se pose pas, souvent. Également donc, c'est aussi donc, ça permet aussi d'évaluer une situation. Exemple, répartition donc des travailleurs selon la qualification professionnelle. Les travailleurs, on a plusieurs ordres de qualification. On appelle donc les cadres supérieurs, les agents de maîtrise, on appelle les cadres moyens, les ouvriers spécialisés ou qualifiés, les ouvriers non qualifiés et les manœuvres. Pour la petite histoire, au Sénégal, on manque d'ouvriers spécialisés. Pour construire les Kimfad, on était obligé d'importer des plombiers ailleurs. Ça, jusqu'à ce jour-là, on ne savait pas qu'on est un déficit dans ce domaine-là. Maintenant, depuis lors, on fait maintenant des petites enquêtes pour voir nos déficits dans les domaines. Aujourd'hui, on manque d'ouvriers spécialisés. Parce que les gens se forment tout le temps. Ils vont à l'école. Juste à l'école, ils deviennent des manœuvres. Ils vont, maçons, menuisiers, etc. Mais seulement, c'est des ouvriers, des manœuvres ordinaires. Pour être qualifié, il faudra passer par des écoles de formation. Malheureusement, très peu de nos manœuvres passent par des écoles-là. Quand on a eu des grands travaux, on se rend compte qu'au Sénégal, on n'a pas d'ouvriers spécialisés. Donc ça, c'est important. Maintenant, nous sommes en train de corriger. Les gens ont créé des écoles maintenant dans ce sens pour répondre à la demande. Mais quand même, avant, on ne savait pas qu'on n'avait pas de déficit dans ce sens. C'est aussi le nombre des entreprises et de l'emploi de 2019 à 2023. Depuis 2012, on produit régulièrement des statistiques de travail. Aujourd'hui, donc, plus de 10 ans, nous avons une base de données quand même qui est très fiable, qui est même sur Internet, que vous pouvez visiter à l'occasion, si vous voulez. En tout cas, j'ai donné les 3 derniers numéros à Mouaou Karfal qui peut les partager. Ici, donc, on peut quand même regarder, par exemple, la situation donc, des entreprises et de l'emploi 2019 à 2023. Exemple, établissement ouvert au Sénégal. En 2023, on en a 2012. 2022, 1742. 2019, 1719. Autrement, chaque année, c'est normal, les entreprises qui ouvrent croissent. C'est aussi le compte aussi pour les entreprises qui ferment. Ouais, donc on a un tableau des entreprises qui ouvrent et qui ferment. Mais aussi les emplois générés par ces entreprises-là. Les emplois aussi perdus par ces entreprises-là. Quand une entreprise ferme, elle génère du chômage. Quand elle ouvre, c'est le moyen de recruter. Ouais, donc chaque année, on a une situation synoptique de tout cela. Et là, sur la base de ce que les institutions de travail font sur le terrain. Chaque contrat enregistré, donc, c'est quelque part renseigné dans la base de données. Et chaque semaine, chaque mois, on fait un rapport mensuel. D'abord un rapport hebdomadaire, ensuite un rapport mensuel pour voir donc tous ces paramètres-là, tous ces données-là sont renseignés au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc, le Sénégal donc, a une base de données dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a 6 ans, lorsque le ministère de l'Emploi a voulu faire ce travail-là, il n'a pas pu le faire. Parce que c'est le ministère de l'Emploi. Au Sénégal, bon, pour des raisons politiques, on avait séparé l'emploi et le travail, qui devaient être dans le même ministère. Et quand le ministre de l'Emploi a été nommé quelque part, il a voulu s'approprier ses pouvoirs. Malheureusement, quand il lance une campagne pour récolter les données sur le chômage, il n'a pas pu le faire. Les seuls qui avaient ces données-là, c'était nous. Finalement, c'est nous, le travail qui était venu à la source de l'emploi. Aujourd'hui, quand même, Dieu fait bien les choses. Les deux commandants sont dans le même département ministériel. Mais l'emploi, la formation professionnelle et le travail doivent être tous dans le même ministère. Parce qu'il y a une cohérence. On forme, on installe l'emploi, et le travail, c'est pour gérer l'emploi. Donc les trois doivent être dans le même département ministériel, ce qui n'est pas le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, on a réparé en partie ce problème-là. Vous voyez donc,
Tous ces donc paramètres-là. Expliquer Oui. la différence entre emploi et travail. Très bien. Qui peut le faire? Oui, je demande. Non, je vais le faire, mais d'abord, il faut la question. Oui. Quelle est la différence entre emploi et travail? Avez-vous une idée, oui, de ce que c'est l'emploi ou le travail? Oui, vas-y. Je pense que lorsqu'on parle de travail, on a un contrat qui est signé et c'est un contrat qui est justice. Je crois plutôt à l'inverse, emploi, contrat signé, et travail, tout ce qui peut être pas trop seulement uniquement sur le plan conventionnel, pas un truc sur le plan conventionnel. Moi aussi, je pense que l'emploi, c'est un travail génératrice de revenus et de salaire, et que le travail, c'est pas forcément génératrice de revenus ou de salaire, mais qui fait travailler, que ce soit la tête ou bien le corps. Bon. L'emploi, de manière très basique, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, l'accès à un emploi. Vous avez un emploi, c'est-à-dire l'emploi, c'est quoi? Tout ce que vous faites pour avoir un travail. Un travail. C'est ça l'emploi. Non, quand on recrute, vous avez l'emploi. Quand on recrute, vous avez l'emploi. Donc tout ce qu'on fait pour avoir un emploi, c'est ça l'emploi. Pour avoir un emploi, on recrute, vous avez un contrat, vous avez l'emploi. Le travail maintenant, c'est quoi? Les conditions dans lesquelles vous êtes employé, les conditions, les textes, le salaire à payer, l'horaire de travail, les conditions de travail, santé de sécurité, tout ce que la loi a fait, donc a mis sur place pour encadrer les travailleurs, c'est ça le travail. Le travail, c'est les textes. L'emploi, c'est le job qu'on dit. Vous avez un travail, vous avez un emploi. C'est pourquoi le ministère de l'Emploi ne va pas au-delà du recrutement. Vous voyez, tous les programmes du ministère de l'Emploi, c'est un programme pour accéder à l'emploi. Une fois maintenant que vous recrutez, vous tombez dans le travail. Le travail, c'est les textes. Tout ce que le BIT, les pays mettent en place pour accompagner le travailleur et l'employeur, c'est ça le travail. C'est quoi je parlais de code de travail, c'est un code politique où employeur et travailleur négocient les conditions de travail. Parce que quand on crée une entreprise, l'entreprise n'appartient plus, ce qui se passe sur la volonté de la loi. Le salaire a deux parties. On appelle la partie réglementaire. C'est quoi ce que la loi a prévu? Salaire de base, transport, indemnité, etc. On laisse maintenant à l'employeur la possibilité de faire plus. On appelle la partie libérale du salaire. Ça, on peut le négocier. Mais l'autre partie, on ne négocie pas. C'est fixe. C'est pourquoi quand on emploie quelqu'un en deçà du salaire normal, vous devez, si on vous rattrape, vous payez la différence. Donc, autrement dit, si vous considérez dans le cadre de la production, il y a des facteurs de production. Vous avez d'une part la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, le travail. Ce que la main-d'œuvre constitue comme un facteur de production. Vous avez de l'autre le capital, c'est-à-dire l'ensemble des moyens investis pour avoir les usines, pour avoir les conditions de production, pour avoir la matière de production. Il ne suffit pas simplement d'avoir une entreprise, il ne suffit pas simplement d'avoir de la matière, n'est-ce pas? Mais il faut aussi que le travail arrive pour pouvoir permettre de développer la production. Donc, ce travail est régi selon des normes de réglementation. Et quand quelqu'un, un travailleur, un manœuvre, un cadre supérieur ou un cadre moyen
ou un ouvrier spécialisé est engagé, il obtient un travail, il obtient un emploi. Et cet emploi est garanti par le contrat. Il a accès au travail sur la base d'un contrat de travail qui lui signifie le poste qu'il occupe, qui lui signifie également les conditions dans lesquelles il va exercer ce travail. Les conditions de recrutement, les conditions de paiement, les conditions de congé, etc. Alors, vous voyez donc, si le travail apparaît comme une notion générique, comme facteur de production à côté du capital, et vous savez, c'est le capital qui détermine les investissements de l'entreprise, les machines, etc., qui déterminent également la matière, les éléments sur lesquels on doit utiliser pour le produit fini, mais il faut la main-d'œuvre, il faut le travail, n'est-ce pas, qui constitue l'autre facteur de production. Si on raisonne en termes de facteur de production, vous avez le travail d'une part, vous avez le capital de l'autre. Mais tout comme il y a le code d'investissement qui explique les conditions dans lesquelles celui qui a de l'argent doit pouvoir investir, les garanties, les lois, etc., n'est-ce pas? Tout comme il y a également le code commercial qui explique les conditions dans lesquelles la matière est acquise, etc. Il y a aussi, du point de vue du travail, le cadre réglementaire qui permet de déterminer les conditions dans lesquelles on peut avoir accès à un emploi, c'est-à-dire à un poste déterminé, un poste précis, qui est décrit et qui correspond à un niveau de compétence et à un niveau de service, de prestation que vous pouvez faire. Le contrat de l'ingénieur est différent du contrat du contremaître. Il est différent du contrat de l'ouvrier qualifié. Il est différent du contrat du manœuvre. N'est-ce pas? Alors que ces contrats déterminent les conditions, décrivent le poste, les conditions de rémunération, les conditions de travail, etc. N'est-ce pas? Effectivement. Binta, en économie? Et c'est bien ça. Et c'est un cadre légal que je connais. Bon, en tout cas, le travail renvoie aux conditions, maintenant réglementairement admis. Donc c'est les conventions, c'est le droit interne. Quand on dit en droit de travail, on a trois sources. Les sources internationales et les sources internes en subdivisent en deux sources. Les sources étatiques, c'est quoi? C'est la loi, c'est la constitution et le code du travail. C'est le règlement, les décrets et les arrêtés, c'est la jurisprudence. Et à côté maintenant, il y a les lois d'origine professionnelle. C'est les conventions collectives, comme la CCNI, convention collective nationale interprofessionnelle, les conventions de branche, les conventions d'établissement, le règlement intérieur, le contrat de travail et l'usage. Tous nos instances juridiques permettent d'accompagner le travailleur et l'employeur dans le cadre du travail. Autrement dit, vous créez une entreprise. Ce qui se passe n'est pas de votre volonté, mais de la volonté de la loi. La loi qui réglemente la manière dont vous allez évoluer dans l'entreprise. Aussi bien le travailleur que pour l'employeur. Il vous reste une demi-heure pour... D'accord. C'est bon. Maintenant, là aussi, une autre situation, c'est quoi la situation des entreprises et de l'emploi de 2019 à 2023. Donc, entrepreneur ouvert, on en a parlé de ça, donc on va en parler. Donc, entrepreneur ouvert, ça crée les emplois. Entrepreneur fermé, ça crée le chômage. Il y a aussi la garantie des droits à conciliation. Dans l'entreprise, on peut vérifier à partir des statistiques
Si donc les effectifs des établissements contrôlés, c'est quoi? On peut voir aussi la convocation à l'inspection du travail. Si l'entreprise est en infraction, on la convoque. Ou bien on peut lui mettre des mises en demeure, des PV d'infraction, ou bien des observations. Tout dépend du niveau d'infraction. Vous voyez donc, chaque rubrique est renseignée dans le document que vous avez au départ. Le document avec Babacar Fall, chaque rubrique donc, fait l'objet d'un tableau spécial. Là, c'est une compilation, mais vous l'avez dans le document, en détail. C'est aussi la répartition donc par type de contrat de travail selon le sexe. Au Sénégal, en 2022, voici ce que nous avons comme contrat de travail enregistré. Les CDD, on en a eu pour les hommes 24 661. Pour les dames, 8 164. Vous voyez donc au Sénégal, on recrute plus d'hommes que de femmes. Le CDI, même chose, 15 708 pour les hommes et 6 935 pour les dames. Et vous connaissez que c'est la même chose. Au Sénégal, les gens recrutent plus d'hommes que de dames. On a beaucoup d'organisations féministes qui même parlent de minimum à respecter, un quota pour les dames, mais pour le moment ça ne passe pas. Mais là aussi, c'est à cause aussi de certaines politiques féministes. Aujourd'hui, si vous dites que le congé de maternité, vous l'amener à 6 mois, c'est une manière de ne pas faire recruter les dames. Et les choses que l'on met en place, c'est contre les dames. Congé de maternité 6 mois, aucun employeur ne va recruter une dame. Dans les certains pays, ça passe. Mais chez nous, pour le moment, ça ne passe pas. Donc il y a des mouvements, il y a des luttes que les mouvements féministes mènent, c'est contre l'emploi des femmes. Les gens disent non, disent rien, mais après, ils ne vont pas les recruter. D'ailleurs, aujourd'hui, ils l'ont compris, et elles l'ont compris quand même, et ils sont en train de revoir certaines choses. Même le travail de nuit, on l'utilise aux dames, c'est pourquoi il y a moins de dames dans les entreprises. Aujourd'hui, dans le nouveau code de travail en gestation, on a dit qu'il faut sauter ce verrou-là. Que les femmes puissent travailler la nuit, comme les hommes. Madame? C'est juste par rapport à ce que vous avez dit. Pour l'instant, il n'y a pas de congé maternité de 6 mois et il y a quand même beaucoup moins de femmes. Donc, c'est pas. Enfin, dans quelle mesure vous dites que les politiques dont vous parlez ont un impact sur l'emploi des femmes? En fait, c'est tout pour comprendre la politique de l'argument. Par exemple, le travail de nuit, il est interdit aux femmes à partir de 22 heures. Chez nous. Et ça, c'est contre-productif. Il y en a aussi qui parlent de maternité de 14 semaines qui va jusqu'à 3 mois ou 6 mois. Il dit, en tout cas, si on le fait, c'est contre-productif. Mais quelle est la norme par rapport au congé de maternité? C'est 14 semaines. 14 semaines, c'est combien de mois? Bon, 14 semaines, c'est donc en tout cas 3 mois. Il y en a qui prennent 2 mois avant l'accouchement. Ben, c'est comme ça. Et 3 ou 4 mois après l'accouchement. C'est 14 avant et 6 après, c'est comme ça. Mais quand même, en tout cas, il vaut mieux ne pas aller dans ce sens-là. Un employeur, lui, il regarde le profit. Quand vous mettez trop de choses, il ne dit rien, mais après, derrière, il ne va pas recruter. Aujourd'hui, quand même, certaines associations féministes qui nous côtoient, avec qui nous travaillons, au ministère du Travail, en tout cas, on leur démontre que certaines revendications sont contre-productives pour les femmes. Vous voulez l'accès à l'emploi et vous mettez des gros d'étranglement. Il vaut mieux ne pas le faire. En fait, la raison pour laquelle je pose la question, c'est pas tant que je ne crois pas, je demande juste quelles sont les bases de l'argumentaire. Parce que peut-être que j'ai un biais économiste et chercheur, mais a priori, en général, il y a pas mal d'études qui sont faites pour dire ce genre de choses. Parce que quand il y a des revendications, en général, c'est pour des raisons valables. C'est comme les gens qui demandent plus de salaire. Je crois qu'on est tous d'accord ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal payés et que c'est une bonne chose d'augmenter. Il y a des gens qui vont dire de l'autre côté que c'est une mauvaise chose d'augmenter le salaire des gens parce que les employeurs ne vont pas embaucher. Mais je crois que sur cet argumentaire-là, vous ne serez probablement pas d'accord. Donc je veux juste comprendre quel est l'argument
l'argument de preuve qui vous fait dire que ça change quelque chose de manière significative à l'emploi. C'est juste. Oui, bon, comme je dis, ça veut dire que pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à 6 mois. Mais quand même, pour le travail de nuit, rien que pour ça, les statistiques démontrent que les employeurs ne vont pas recruter les dames pour un poste. Ils sont obligés de libérer à 22 heures. Ils préfèrent avoir un homme qui va faire toute la nuit que être obligé de libérer quelqu'un pour recruter un autre derrière. C'est payé 2 fois. Alors les statistiques démontrent quand même que les employeurs font tout pour que dans la nuit, ils recrutent que des hommes et non pas des dames. Si donc le jour, on a autant de dames que, en tout cas des dames sans problème, pour les travaux de nuit, on n'en trouve pas. Parce qu'ils sont obligés de s'arrêter, c'est pourquoi l'employeur préfère dès le départ. Ok, donc l'argumentaire n'a pas vraiment de base attestée. Si. Non, j'ai dit non donné. Oui. Non, je parle pour les comptes de maternité. Non, non. Non, madame, pour le code de maternité, nous sommes mis en garde les dames. Parce qu'il y en a qui ont soulevé le problème pour dire qu'il va aller au cause de maternité 4 mois, d'autres 5 mois, 10 mois, 6 mois. On a dit que si vous faites ça, c'est contre-productif. Pour le moment, bon, nous faut quand même alerter. Parce que si on n'alerte pas, les gens risquent, avec le lobbying, ils risquent d'arriver à cela. Malheureusement, l'employeur, lui, il n'est pas lié à ça. Comme il n'est pas obligé de recruter un homme, une femme, il recrute qui il veut. Là, en tout cas, quand il sait qu'il va perdre beaucoup d'argent avec la dame, il peut ne pas recruter. Oui, ça va. Oui, j'avais une question par rapport à la marginalisation de la femme. Est-ce qu'il n'y a pas une politique nationale pour obliger ces entreprises-là à avoir un quota de femmes dans leur entreprise? Malheureusement, non. Aujourd'hui, il y a que les personnes à mobilité réduite, les handicapés, pour qui on ne peut pas les 15%. Mais même là, ce n'est même pas appliqué. On dit 15%, mais ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué. Oui, André. Moi, j'aimerais savoir pourquoi le travail de nuit pour les femmes est interdit. Et ici, Il faut parler fort. j'aimerais savoir pourquoi le travail des femmes, le travail de nuit est interdit pour les femmes. Et puis, c'est interdit même dans les hôpitaux. Bon, c'est les femmes qui ont porté la revendication, le combat là. Ils ont eu une gain de cause. Maintenant, je dis à l'évaluation, on se rend compte que c'est contre-productif. Parce que. Oui. Moi, j'aimerais juste si c'est possible encore, de nous parler il y a toute une grande marge de la population qui ne fait pas partie, qui est pratiquement exclue de ces statistiques, parce que cette partie n'a pas accès à des emplois rémunérés. Il y a beaucoup d'emplois non rémunérés qui participent et qui contribuent quand même à la croissance économique. Et les femmes, généralement, sont dans cette catégorie. Effectivement. Les femmes travaillent qui n'est pas rémunérée, qui n'est pas quantifiée, mais qui apportent beaucoup à la société. Et je voulais vous entendre un peu sur ce phénomène du travail non rémunéré, que ce soit pour les femmes ou les hommes, et surtout aussi le milieu rural, qui est très productif, mais on considère qu'on les prend même comme des chômeurs. On dit le chômage au milieu rural est plus élevé. Pourtant, c'est dans le milieu rural que les gens ont plus accès au travail parce que ça ne demande pas de qualification particulière. Les gens travaillent, ils s'auto-emploient, ils ne sont pas payés par. Ils n'ont pas de salaire comme ce que vous dites. Quand même, c'était bien de nous. Merci. Ceux-là, ils ne font que 3%. Les salariés. Oui, c'est les salariés. Privé, public compris. L'informel fait 97% au Sénégal. 97%. 96%, non. Mais je vais revenir maintenant. 97% des travailleurs du Sénégal sont dans l'informel. Mais seulement, on appelle les travailleurs pauvres. Parce que ce qu'ils gagnent, le revenu ne permet pas de vivre. La plupart du temps. Vendre à la sauvette,
en tout cas des productions qui ne permettent pas de prendre en charge leurs dépenses. C'est pourquoi on dit que l'informel, c'est un repli social. Repli social, on y est pour un temps. Mais il ne faut pas être l'informel pour de bon. C'est pourquoi toute politique encore l'informel doit être bannie. Parce que les statistiques démontrent que l'informel, c'est des gens qui sont pauvres. Il y en a quand même qui s'en sortent. Mais la plupart des gens de l'informel acceptent de vivre dans une situation de précarité. Parce que c'est des emplois sans lendemain. C'est au hasard. Ce n'est pas structuré. Ouais. Donc, ils sont plus nombreux, mais c'est un repli social, c'est un passage, mais ça ne doit pas être un repli éternel. Mais là, les gens sont conscients de ça. Bon, moi, j'ai participé à un colloque à l'Université de Dakar, je vais le partager après, sur l'informel. J'ai intervenu donc pour juger l'informel. Pour quand même démontrer que l'informel n'est pas viable. Tout ce qu'ils sont, ils sont parce qu'ils sont contraints d'y être. Aujourd'hui, il y a le phénomène de Jakarta, les conducteurs de moto, etc. Beaucoup d'accidents, ils ne sont pas sécurisés, mais encore, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Aujourd'hui, même au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le régime des simplifié des petits contribuables. Qu'on a instauré, à défaut de les formaliser, on peut qu'ils puissent accéder à la sécurité sociale. C'est les mutuelles de santé, etc., pour que les gens accèdent. Mais ça, ce n'est qu'un accompagnement. Mais tout ce qui est politique pour les mettre là-bas, c'est banni. On les accompagne pour les aider à repartir. Mais effectivement, ça c'est la réalité. 97% des Sénégalais vivent de l'informel. Des travailleurs. C'est des travailleurs indépendants, à leur propre compte, ou bien dans des structures non viables, mais en tout cas sans protection sociale. Donc exposés à tout. Oui. Vous avez dit 95% sont dans l'informel. 97. 87%. 17. Ok, il ne faudrait pas qu'ils demeurent dans l'informel. Mais s'il y a des mécanismes étatiques pour permettre de sortir de cet informel pour formaliser l'informel. Oui, au Sénégal, on a eu quand même beaucoup de politiques d'emploi dans ce sens. On a créé beaucoup de structures pour accompagner l'informel. Donc, le FNPJ, depuis que DER, il y a tellement d'ANPEJ, tellement de trucs, mais malheureusement, qui sont à l'évaluation, qui sont aussi retrouvés. En tout cas, en tout cas, la réussite, la liste a déterré. Peut-être DER, où on a changé un peu. Parce que la DER accompagne les gens qui ont donné un emploi, qu'on accompagne pour travailler. Mais avant, c'est des gens qui sont morts, qui ne font rien, on donne des millions à aller travailler. Tous échouent. DER maintenant, c'est des gens qui ont d'abord un emploi, informel, on les accompagne. Tu as besoin d'investissement, on t'accompagne. Mais aujourd'hui, comme l'évaluation comme la DER quand même, est beaucoup plus viable que les autres structures qu'on a mis en place. Mais comme il y en a beaucoup, hein. Mais le problème c'est quoi, le Sénégalais, quand c'est l'État qui est prêt, les gens ne vont pas payer. Même s'ils ont les moyens, ils ne paient pas. C'est le problème. Donc, c'est ça notre problème. Il y a beaucoup de structures quand même qui accompagnent l'informel, mais souvent, c'est pas de problème. Ceux qui accèdent au financement, souvent, c'est des politiques. Ou bien, ceux qui accèdent au financement aussi ne payent pas, ou bien ils ne sont pas formés pour gérer, c'est pas de problème. Oui. Bon, on va rentrer un peu en arrière. Je vous l'attendre la fin de l'exposition pour poser des questions. Déjà, dans votre dit, vous aviez fait une déclaration où j'aimerais savoir un peu de justification. Vous avez dit que toute donnée n'est pas une donnée statistique. Comment distinguer les données statistiques des données non statistiques? Ça, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, j'aimerais que nous restions dans le cadre des normes. Alors, quand intervient le processus de ratification des normes produites par l'OIT et quels sont les mécanismes de contrôle de ces ratifications-là? Voilà les questions. Bon, maintenant pour les normes non statistiques, madame en a parlé, il faut savoir organiser. Il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour quand même pouvoir évaluer les statistiques. Tant que vous ne passez pas par là, vous ne pouvez pas parler de données statistiques. Vous avez des informations, mais pas de statistiques. Mais aussi, vous pouvez même avoir tout le processus, avoir des données fiables, mais qui ne sont pas officielles. Officielles, il faut être validé par l'ANSD. Donc quand vous avez des données, vous les pouvez de vous-même,
pour un organisme, mais qui ne sont pas traités, qui ne sont pas en phase avec les normes, vous avez de l'information. Pour que ça soit des données vraiment fiables, il faudra que quand même ça soit à l'épreuve de ce qui a été mis en place pour vérifier cela. Ensuite, pour être validé, il faudra qu'un organisme dédié valide cela. Bon, maintenant, pour les normes internationales de travail, les pays sont libres de ne pas ratifier ou ratifier. C'est une liberté qui est donnée au pays. À part les normes fondamentales, le reste c'est une liberté. Maintenant, comme je dis, quand vous devez ratifier, il faut que votre dispositif interne soit conforme avec la norme internationale. Aujourd'hui au Sénégal, on a, par exemple, pour ce qui est l'accès à l'éducation. Ici c'est 15 ans, là-bas c'est 16 ans. Il y a un an de plus, mais qui a son pesant d'or, comme on dit. Pour le récépissé des syndicats, pour le droit international, créer un syndicat est une liberté. C'est ce qu'on appelle le régime déclaratif. Au Sénégal, nous sommes avec le récépissé, qui est considéré comme une autorisation. Chaque année, à la CIT, nous sommes maintenant présentement, depuis le 5 juin, chaque pays maintenant va donner un rapport pour montrer comment il a exécuté les normes ratifiées, mais aussi pourquoi il n'a pas ratifié les normes. Moi lorsque j'y vais, je siège à cause des normes. Ou c'est un tribunal pour les pays. Par exemple, les travailleurs vont accuser l'employeur, l'employeur va accuser l'État. En tout cas, on vient pour statuer. Au Sénégal, chaque année, on nous apprend que c'est deux choses. Les talibés et le récépissé. Le récépissé, on va régler ça dans le nouveau code du travail. Les talibés, c'est pas possible, c'est culturel. Parce que le Sénégal et les autres pays, en tout cas les pays occidentaux, ne sont pas le même longueur de talibé. Même le travail des enfants. Pour nous, c'est le moyen de socialiser. Pour eux, c'est une exploitation de l'enfant. Donc il y a des questions pour lesquelles les Africains et les autres ne sont pas la même longueur d'onde. Même sur le genre. En 2018, j'étais à la CIT. C'est la première fois qu'on a posé le problème du genre. Pour les Africains, genre égale homme, femme, tout court. Pour les autres, c'est autre chose. Et je me rappelle, cette CIT-là, c'était houleuse entre Africains et les autres. Et dès que un Africain avait dit que, vous avez pris la parole, pour dire que le seul Africain qui va signer cette sorte-là, qui va encore aller dans ce sens-là, à l'aéroport, il sera plus ministre. Le ministre qui va dans ce sens-là, à l'aéroport, il sera, même avant qu'il débarque dans son pays, il sera plus ministre. Parce que c'est contre la culture africaine. Donc ces questions-là, on a ces problèmes-là. Mais c'est pourquoi maintenant la ratification, elle est libre. Et quand on ratifie maintenant, vous êtes obligé d'appliquer. C'est pourquoi il y a des normes que nous, on ne peut pas ratifier. Parce que ça ne va pas de pair avec notre culture. Mais on peut ratifier, comme on peut aussi revenir en arrière. Dénoncer la norme. Mais quand même, il y a tout un processus à suivre. Mais souvent, c'est un problème de culture entre les Occidentaux et les Africains. Souvent. Ils font les Africains ne ratifient pas cette norme. Il vous reste 10 minutes. Donc allez-y pour les questions, peut-être. C'est la terminée la présentation. D'accord. Maintenant, ouais, donc les contrats, c'est ça. Donc voici les contrats signés au Sénégal par sexe et par type. On va donc il y a plus de CDD que autre chose. Donc le contrat précaire, c'est le contrat qui domine au Sénégal. Le CDI, il y en a très peu. Maintenant, collecte des données d'indicateurs. En vue de quoi? L'usage donc des données collectées et des indicateurs permet donc la collecte de données fournit des informations pour une gamme d'indicateurs. Donc si on collecte des informations, tu peux avoir des informations pour quelque chose. C'est également, les indicateurs doivent donc être étroitement liés aux objectifs du projet. Si on doit récolter des données statistiques, c'est en vue de quelque chose.
Donc comment dire, le produit fini doit être en rapport avec ce qu'on récolte sur le terrain. Également, les indicateurs doivent donc aussi être bien choisis et en nombre limité et doivent fournir des informations efficaces. On ne cherche pas pour chercher, on cherche donc pour en vue de quelque chose. Les indicateurs donc doivent aussi être bien conçus de façon à éviter la confusion et les mauvaises interprétations. Voilà, on a parlé. C'est-à-dire que si on donne des statistiques, donc les gens vont l'interpréter. Mais quand ce n'est pas bien choisi, ça peut porter confusion. Tout à l'heure, madame me parlait quelle est la base juridique ou bien quel est le fondement de ce que vous dites. Donc pour la maternité, on a avancé, alors que le problème n'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est un projet. Alors pour le travail nuit, les statistiques sont là. Donc si on doit choisir des statistiques, donc il vaut mieux prendre le travail de nuit comme argument contre l'emploi plutôt que la maternité qui n'est pas encore sur place, pour ne pas faire des confusions. Les indicateurs donc doivent aussi être réalistes en ce qui donc concerne la collecte des données et les coûts associés. Un indicateur sans une base de données fiable ne sera pas en mesure de contribuer à produire des informations utiles. Maintenant, on a aussi trois types de données. On appelle les données en coupe. C'est quoi? Donc, c'est mesures sur des variables effectuées sur un échantillon d'individus à un moment bien précis dans le temps. Exemple, répartition donc des demandes d'autorisation de licenciement de délégué personnel. Donc, on peut examiner ce problème-là en un temps donné. Comme aussi, ça peut évoluer. On parle aussi donc de séries temporelles. On peut examiner la même question de manière séquentielle. Mesure donc sur des variables effectuées sur un échantillon de façon évolutive dans le temps avec une périodicité fixe ou non. On prend sur 10 ans pour voir le nombre de délégués licenciés, de la demande de délégués licenciés. Et que ça va dans un sens ou dans un autre. On peut le faire dans une année fixe, point. Ou bien on peut le faire sur plusieurs années, mais avec des séquences périodiques. Ça s'appelle donc la série temporelle. Ils sont donc mensuels des départs négociés par les inspecteurs du travail. Et enfin, les données panel. C'est quoi? C'est l'association des deux. Un problème qui est examiné de manière temporelle, fixe, ou bien qui évolue dans le temps. Si on assume les deux, on parle de données de panel. Évolution donc des actes donc délivrés par les institutions de travail, par exemple. Et enfin maintenant, comment on a eu donc? C'est une base on appelle donc une mine d'or pour des décisions à prendre. Donc tout ce qui est de très bonnes statistiques permet de prendre de bonnes décisions. On appelle, il faut parler aide à la décision. Ça peut aussi faire l'objet de plaidoyer comme de lobbying. Dans tous les cas, les statistiques sont indispensables dans toute prise de décision. Merci.